Yo la guilde, je vous fais une petite vidéo réaction à chaud aujourd'hui par rapport à l'entretien qu'on a eu sur WoEd de Wars of the Lich King de Brian Birmingham. Je vous l'ai posté cet après-midi sur mon site, donc si vous le consultez vous avez la version écrite et comme ça vous avez aussi une version audio. Il y a beaucoup de points qui ont été apportés, notamment des questions, ce qu'on a abordé dans les dernières vidéos mais qui sont beaucoup revenus aussi sous les vidéos YouTube, comme la suppression du Donjon Finder, les modifications des verrouillages des raids sur WoTK classique. Je savais pas qu'il y a de modifications là-dessus, mais a priori il y aura peut-être des modifications. Changement de race et changement de faction dans WoTK, le déséquilibre des factions en ce qui concerne le joug d'hiver dans WoTK classique, les boss est-ce qu'ils seront pré-nerf, post-nerf dans WoTK, arrêter les bots sur WoTK, le bug exploit d'Algalon, la double spécialisation, le JCJ, les arènes, etc. Bref, plein de choses. Donc du coup on regarde ça tout de suite. Sur ce, c'est parti. Juste avant de commencer, vous êtes encore 56% à regarder régulièrement mes vidéos, à ne pas encore être abonné. Donc si vous voulez me soutenir, et bien tout simplement abonnez-vous, likez, commentez, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors Brian Birmingham, c'est qui? Et bien tout simplement c'est le lead software engineer chez Blizzard. Voilà, c'est lui qui s'occupe tout simplement du développement et qui supervise l'évolution du jeu. Donc c'est quelqu'un d'assez important, hein, qui connaît pas mal de choses et qui doit probablement prendre pas mal de décisions en ce qui concerne le jeu. Donc on a eu un jeu de questions-réponses sur le site de WoEd. On avait WoEd d'un côté qui posait des questions et Brian qui répondait du mieux qu'il pouvait. Et la première question qui a été soulevée, c'est l'un des problèmes majeurs de la communauté et la suppression de l'outil de recherche de donjon est un élément central. Qu'adviendra-t-il des emblèmes bonus, donc 2 emblèmes bonus en fin de donjon? Il y avait aussi des bonus journaliers, c'est-à-dire que quand vous faisiez votre premier donjon aléatoire dans la journée, vous aviez un cran supplémentaire d'emblèmes. Donc par exemple si c'était un donjon normal, vous avez des emblèmes de héroïque du coup, et si c'était un donjon héroïque, vous aviez 2 emblèmes de raid. Sachant qu'un donjon, ça donnait à peu près 3 emblèmes, donc 2 emblèmes en plus, bah c'est quand même assez insane. Donc du coup, si le Donjon Finder est supprimé, quel type de système l'équipe de développement envisage-t-elle pour aider avec un chat de recherche, par exemple, de groupe amélioré? Et enfin, le Donjon Finder serait-il acceptable s'il n'était pas interserveur? Pouvez-vous partager les informations à ce sujet? Donc la réponse de Brian: tout d'abord je tiens à souligner que notre objectif est de fournir un outil qui facilite la recherche de groupe sans sacrifier l'interaction interhumaine. World of Warcraft a eu de nombreuses versions de l'outil de recherche de groupe au fil des ans, et nous pouvons tirer des leçons de chacun d'eux, y compris la recherche de donjons aléatoires. Nous examinons le Premet Group Finder de World of Warcraft moderne, donc c'est la version de Shadowlands en gros, et l'outil de recherche de groupe de Burning Crusade classique pour trouver des inspirations et des idées. En regardant d'abord les outils modernes, nous aimons avoir une interface utilisateur pratique et rationalisée qui vous aide à trouver l'activité que vous recherchez. Nous pensons également qu'il est logique d'indiquer votre rôle dans le groupe afin qu'il soit clair quel rôle vous avez déjà et ce que vous recherchez. Nous utiliserons probablement ces idées, mais comme vous y aviez fait allusion, le regroupement interroyaume est l'une de nos préoccupations avec les outils modernes. Et lorsqu'il est peu probable que vous revoyiez vos camarades de groupe, cela peut rendre votre interaction plus transactionnelle. Donc en gros, on vient juste pour se servir de quoi on a besoin, quoi. Et ce qui peut, par inadvertance, encourager d'autres comportements sociaux négatifs. Donc en gros, voilà, on vient juste pour faire notre donjon, pas d'interaction, ni bonjour, ni rien. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça sur Retail. Et je pense que effectivement, si sur notre version de WoTK classique, on arrive sur cette version-là, notamment avec du cross-server, je suis quasiment sûr que ça va se passer comme ça. Maintenant, je suis pas aussi sûr si on est par exemple que sur notre serveur. Je suis pas aussi sûr qu'il y ait aussi peu d'interaction que si on avait des Anglais, des Russes ou je ne sais quelle langue avec nous dans le donjon et qui ne font pas partie de notre serveur. Donc vous voyez en fait quand on voit sur l'image, quand vous taguez en fait un donjon acteur, vous avez un bonus de gold et 2 emblèmes supplémentaires. Avec l'outil de Burning Crusade classique, une chose que nous aimons, donc ça c'est la suite de Brian, hein, c'est que nous pouvons annoncer votre disponibilité sans vous inscrire à organiser le groupe. C'est bien d'avoir une façon de dire je suis disponible mais je veux pas diriger. Certains joueurs nous ont dit qu'ils aiment vraiment s'engager avec l'outil de cette façon. Nous voulons donc également soutenir ce comportement. Le plus gros problème de l'outil de Burning Crusade, c'est simplement qu'il n'est pas largement utilisé. Nous aimerions donc le rendre plus attrayant en rationalisant son interface ou en ajoutant une incitation à l'essayer. Alors effectivement, si il rajoute des bonus toujours, donc des bonus de loot comme c'était le cas avec le donjon aléatoire, comme je l'avais dit dans une vidéo encore une fois, oui, ça peut clairement inciter. Un outil qui va permettre d'organiser les groupes en mode semi-automatique, après il faut se rendre à pied au donjon, et si on fait le donjon, on a un bonus loot, c'est déjà pas mal. Moi, ce qui m'embête principalement avec le Donjon Finder, c'est 1, de tag en cross-server, c'est avec n'importe qui, et 2, c'est que je veux pas avoir à spammer un chan général pour trouver des groupes, parce que ça c'est chiant. Donc du coup, si ça peut déjà créer un groupe automatiquement avec un bonus et ensuite on y va à pied, pour moi c'est ok.
Vous avez également posé des questions sur les emblèmes. Il est important de se rappeler que les emblèmes tombaient sur les boss dans les donjons héroïques et les raids de Wars of the Lich King avant l'introduction du donjon de Finder dans le patch 3.3. C'est vrai qu'au début ça n'existait pas. Il y avait aussi une quête quotidienne ciblant un donjon spécifique qui attribuait des emblèmes bonus. Ce bonus de la recherche de donjon aléatoire l'a remplacé. Nous prévoyons actuellement de restaurer ce bonus de quête quotidien. J'ai mis une petite note ici également, il aurait été intéressant de parler du système de recherche de groupe pour le leveling, parce que c'est vrai que là pour le coup, les instances vanilla sont vraiment pas faciles d'accès, on perd vraiment beaucoup de temps finalement à y aller plutôt que faire des quêtes, donc en général c'est beaucoup plus intéressant de faire des quêtes que les faire un donjon, sauf pour certains donjons, comme par exemple le monastère Ekala, notamment pour la Horde, parce que pour l'Alliance c'est encore, ça se fait, mais c'est quand même pas hyper pratique, par contre côté Horde, le monastère, franchement, on se régale quoi. En ce qui concerne le LFG, nous savons que certains des plus grands royaumes voient beaucoup de spam dans ce chat, ça c'est clair, et nous avons quelques idées pour le nettoyer. Nous envisageons d'apporter un certain changement appliqué sur la saison de maîtrise, qui ont réduit le spam et nous devrions bientôt avoir plus à partager sur ce sujet. Il convient de noter que la politique contre la communauté de boosting, donc là je vous ai fait une vidéo, faut pas mélanger le boosting et par exemple les paladins qui vont faire du boost Ratolm, c'est pas là-dessus. Voilà, si vous savez pas de quoi on parle, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais fait justement parce que beaucoup de gens pensaient que ça y est, c'était la fin du boosting. Et du coup, ça vous permettra juste de mieux comprendre parce qu'a priori, c'est cette politique-là qui va être appliquée du coup pour la suite de Wotelia classique. Mais ça concerne pas le boost paladin, par exemple. Vous allez continuer à pouvoir vendre des boosts en gold. C'est juste vraiment l'organisation communautaire et la monétisation derrière, même en euros, parce que c'est vrai, il y a une logique derrière de vendre du boost en gold, puis après de revendre les golds, hein. En gros, c'était ça le problème de fond. Mais clairement, voilà, c'est les grosses communautés, c'est pas les joueurs qui seront visés ici. Mais en tout cas, le système a l'air d'avoir bien marché sur WoW, enfin c'est ce qu'ils disent, WoW Era. Alors est-ce que c'est parce que ces serveurs-là ne fonctionnent plus, hein, parce que forcément, s'il y a plus personne qui joue sur ces serveurs, il y a plus de spam, logiquement, donc voilà. Et enfin, pour finir, peut-être le plus important, il y aura moyen d'obtenir le familier Perky Pug, donc c'est ce pet-là, je me souviens, je l'avais à l'époque. Nous savons que vous n'avez pas oublié ce petit gars, et nous non plus, il sera disponible via l'activité dans le jeu, probablement lié au LCFG, tel qu'il était à l'origine. Nous parlons toujours des détails, et nous aimerions également entendre les idées de la communauté à ce sujet. Bon, c'est un familier, je sais pas si les gens ils ont envie franchement de s'étendre à fond là-dessus, il y a peut-être plus important. Mais bon, voilà, si on peut l'obtenir d'une autre manière, sans payer par la boutique, c'est plutôt pas mal. Modification des verrouillages de raid dans Wotelka, question de Wowed. Du coup, Blizzard a évoqué la possibilité de modifier le verrouillage des raids pour réduire le nombre de fois où les joueurs se sentent obligés de faire le même raid au cours de la semaine. Le problème, c'est que les butins disponibles dans les différentes difficultés taille raid est très différente en quantité et en qualité. Comment l'équipe va-t-elle résoudre ce problème ? L'idée de changer le verrouillage du raid est née de certains souvenirs négatifs à la sortie de l'épreuve du croisé que l'on pouvait faire 4 fois par semaine. Okay. Le 10 normal, le 10 héroïque, le 25 normal, le 25 héroïque. Avant ça, c'était différent. Alors souvenez-vous, quand on arrivait sur la phase 1, vous aviez par exemple Nax normal et ensuite Nax 25 normal. Je sais même pas s'il y a une version héroïque de Nax qui arrivait par la suite, mais en tout cas c'était comme ça. Et par exemple par la suite, il y a d'autres. Ils ont innové, il y a d'autres modes héroïques de difficultés supplémentaires qui sont arrivés. Donc à Ulduar par exemple, c'était des modes à activer. Par exemple sur le premier boss, c'était des tours à détruire, je crois. Il y avait Mimiron, c'était un bouton activé, etc. Chaque boss avait un mode hardcore entre guillemets, mais qui était activé avec des mécaniques internes à l'instance. Donc on pouvait laisser l'instance en normal entre guillemets, et après à l'intérieur de l'instance, on déclenchait le mode héroïque ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'épreuve du croisé, c'est que vous pouviez faire 10 en 10 normal, 10 héroïque, 25 normal et 25 héroïque. Donc déjà, c'était la douche de loot, et ces loots-là étaient plus forts que Ulduar. Donc du coup, ça rendait Ulduar complètement inutile. Donc comme ils le disent ici, c'était dû à la fois à l'accès aux 4 difficultés chaque semaine et au fait que l'équipement normal pour 10 personnes de l'épreuve du croisé était meilleur que presque tout Ulduar. Donc l'épreuve de 10 personnes normale. Donc autant vous dire que voilà, Ulduar était inutile et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une instance des plus intéressantes en termes de design de l'extension. Et clairement, je mets aussi plus rapide et simple à faire. C'est non seulement les loots sont meilleurs, mais c'est hyper facile, quoi. Pas hyper facile, je dis comparativement au e-level et à la durée et la difficulté de Ulduar.
Donc Shield of the Throne, c'est un debuff qu'ils ont rajouté parce que grâce, ou à cause plutôt, de l'épreuve du croisé, l'optimisation était telle qu'ils ont dû réduire certaines caractéristiques pour que ce soit pas trop abusé, trop facile de faire ICC, notamment les druides qui pouvaient, voilà, je l'ai précisé ici, atteindre 100% d'esquive avec des builds particuliers. Donc là, on réduisait de 20% les chances d'esquiver pour ICC. Donc du coup, c'est à prendre en compte quand vous êtes tank, en vous disant que quand vous vous approchez d'ICC, les pièces avec de l'esquive sont peut-être moins pertinentes que de la parade, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas des druides, hein, évidemment. Nous envisageons donc des changements ici, mais nous voulons faire preuve de prudence. Au minimum, nous sommes susceptibles d'avoir des mobs normaux et héroïques partageant un verrouillage, mais les modes héroïques n'existent pas dans Trial of the Creator, donc c'est l'épreuve du croisé en anglais. Nous pourrions essayer de leur faire des modes difficiles activables, comme Ulduar l'était, ce qui ferait intrinsèquement partager un verrouillage comme ils l'ont fait à Ulduar. Nous sommes intéressés par les retours de la communauté à ce sujet. Avoir plusieurs difficultés dans le même raid était nouveau dans Wotelka et par conséquent, nous avons essayé beaucoup de choses avec des blocages de raid tout au long de l'extension et de celles qui ont suivi. Quoi que nous décidions, nous aimerions que ce soit le même système partout au lieu de faire échanger de patch en patch comme c'était le cas dans la version originale. Ensuite, on a les changements de race et changements de faction dans Wotelka. Moi, j'étais persuadé d'ailleurs qu'ils allaient mettre ça, parce que c'était le cas à l'époque. Donc, et en plus, je me disais que ça allait permettre d'améliorer, parce qu'ils pourraient doser, hein, autoriser ou pas vers certains serveurs les changements de faction. Je pensais que ça pouvait être un outil pour équilibrer les serveurs, mais a priori Blizzard ne le voit pas comme ça. Question, ouais, dans plusieurs interviews, il a été dit que l'équipe était incertaine si elle ajoutait les changements de race et les changements de faction pour Wotelka classique. De plus, les restrictions de royaume PVP avaient été levées sur Wotelka original en raison du service de changement de faction, la restriction étant que vous ne pouviez avoir qu'une seule faction pour vos personnages sur le même serveur PVP. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez pas, si vous jouez côté Horde, vous pouvez pas avoir un perso côté Alliance sur le même compte et le même serveur. Donc là, du coup, quand il y avait les changements de race, on pouvait. En fait, ça avait fait ça initialement, parce que Blizzard, c'est la politique des bisounours. Hein. Moi, j'appelle ça comme ça, politique des bisounours. C'est pareil sur la plupart de leurs jeux, sur Overwatch, sur plein de jeux, etc. Mais là, sur WoW, l'objectif, c'était d'éviter qu'on puisse contacter la faction en face pour pas insulter les joueurs, tout simplement. Ils avaient pas tort, puisque ça arrivait souvent que les gens utilisaient des persos niveau 1 pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'un outil de report efficace aurait pu être assez dissuasif et suffisant. Pourquoi l'équipe ne voudrait-elle retirer cette fonctionnalité? Y a-t-il d'autres informations que vous voulez partager? Donc la réponse de Brian. Cela vient de la façon dont nous voyons chacun notre connexion au jeu et si vous considérez votre compte comme une collection de réalisations ou une collection de personnages avec des expériences uniques. Pour certains, c'est un sentiment d'entrer dans un monde fantastique qui, bien que non réel, donne l'impression qu'il pourrait être réel. Nous avons vu beaucoup d'intérêt de la part de la communauté des jeux de rôle avec le lancement original de Classic et une partie de l'attrait pour ce public de nos expériences. Et une partie de l'attrait pour ce public est que vos expériences sont cohérentes avec le monde dans lequel vous vous trouvez. Je trouve ça assez drôle qu'ils parlent de ça parce qu'ils n'ont pas fait de serveur RP. Genre ils ont complètement détruit les joueurs RP en fait sur leur sortie de WoW classique, donc je vois pas de quoi ils parlent là. Les races fantastiques sont des espèces radicalement différentes et même si cela fait sens si un tauren géant peut vous étourdir d'un coup de sabot sur le sol, tandis qu'un petit gnome peut se dégager des racines enchevêtrées, il n'y a aucune raison dans le monde pour qu'un tauren puisse soudainement devenir un gnome ou vice versa. Oui, c'est vrai que c'est pas comme s'il y avait de la magie dans WoW, hein. D'un autre côté, les joueurs PVP sont plus préoccupés par leur réalisation personnelle à être à jeu égal que par l'histoire de leur personnage. Les capacités de chaque race ont changé entre Burning Crusade et Lich King et ils veulent accéder à ce qui est perçu comme le meilleure capacité tout en conservant les réalisations et les titres qu'ils ont déjà gagnés. C'est marrant qu'ils le citent pas, mais ils parlent du racial humain. Enfin moi je le vois comme ça, parce que du coup si on switch de la Horde pour aller vers l'Alliance, quel racial on choisit? Ça peut être soit le racial humain, soit le racial F qui est effectivement très fort, mais en général un des deux. Enfin moi je me souviens que quand il y avait eu des tournois sur Wotelka, tous les joueurs entre guillemets de haut niveau jouaient humain, hein. C'était des RMP humains, c'était la folie, c'était humain pour le double trinket avec des trinkets PvE. Et Dieu sait que sur Wotelka des trinkets PT, il y en a quand même pas mal. Dans Burning Crusade, nous avons accordé le saut de martyr à l'Alliance par exemple, et donc tout à fait hors de propos de faire quelque chose de similaire ici, mais c'est un problème plus compliqué que simplement refléter le saut paladin. Pour illustrer pourquoi c'est un défi, revenons par exemple à l'exemple du tauren et du gnome mentionné précédemment. Imaginez que si nous donnons à tout le monde le pouvoir du gnome, cela supprimerait l'option d'utiliser le Warstomp pour les joueurs tauren.
ou donner un exemple, si nous donnions à tout le monde la possibilité de choisir quelle race elle en arène, cela interférait avec votre capacité à prédire ou à contrer votre adversaire. Vous ne vous attendriez pas normalement à voir un Warstomp d'un gnome, après tout c'est quelque chose que les joueurs savent. Donc là comme je l'ai précisé, mis de côté leurs exemples à côté de la plaque, depuis que je joue depuis la saison 1 de TBC original, je martèle qu'il faut avoir uniquement du stuff PVP en arène et désactiver les rations en arène. Et également avoir plus de récompenses pour les hautes cotes esthétiques. Moi je trouve que Blizzard depuis le début n'a pas assez mis en avant et récompensé les joueurs PVP. Je pense que par exemple avoir des armes vraiment uniques et très très stylées et pas des trucs pompés des skins PVE ou alors des trucs qui sont assez bateaux et qui sont pas assez je sais pas assez identifiables. Je pense que voilà on pourrait avoir vraiment des skins très très particuliers pour les meilleurs joueurs PVP, pour qu'ils soient vraiment récompensés, et pas quelque chose qui donne un avantage ni en PVE ni en PVP, il vraiment quelque chose d'esthétique. Mais bref, ce qu'il aurait fallu, c'est que dans le format compétitif, les arènes, les ratios ne rentrent pas en ligne de compte. Après, c'est vrai que pour Vanilla, c'est un autre débat, mais en tout cas, pour les arènes, voilà, désactiver les ratios, hein, je veux dire, où est le problème, en fait, on est en compétitif. Voilà, de toute façon, on pourrait lister comme ça un nombre assez important d'améliorations qui pourraient être apportées aux arènes, mais je pense que avoir uniquement du stuff PVP et désactiver les ratios pour un équilibrage sur un jeu où il y a beaucoup d'investissement pour monter un personnage, et quand on veut entre guillemets faire un environnement compétitif, c'est la base. Au sujet de la restriction des serveurs entre les joueurs PvE et PvP, de la limitation des serveurs PvP à une seule faction, par contre, nous en parlons encore et nous aurons probablement plus à dire bientôt. Donc c'est pas tranché à ce niveau-là, peut-être qu'ils vont les mettre. Je pense que la monnaie peut pencher dans la balance puisque quand même faire des migrations c'est payant et ça pourrait leur apporter quand même pas mal. L'impact du coup du déséquilibre des factions du joug d'hiver dans WoW Telga classique, et il y a pas mal de choses effectivement à dire à ce niveau-là. En parlant de factions, la question du déséquilibre des factions est toujours un sujet de discussion concernant classique. Dans WoW Telka, le joug d'hiver et le caveau d'Archavon ont un impact considérable sur l'équilibre des factions. Puis c'est un impact énorme aussi sur votre itemisation. Il y a beaucoup de stuff au joug d'hiver, il y a des pièces achetées en cas de victoire, il y a des enchantements, il y a des pièces d'héritage. Du coup, la question de WoW, donc en parlant des factions, la question du déséquilibre des factions est toujours au sujet des discussions concernant classique. Dans WoW Telka, le joug d'hiver, le caveau d'Archavon ont un impact considérable. Comment l'équipe de développement va-t-elle résoudre ce problème? De plus, quelle est la quantité de stacks de buff de ténacité? Cela me dérangerait pas de jouer un voleur avec 100 stacks de ténacité dans le jeu d'hiver. Alors pour ceux qui savent pas, la ténacité c'est un buff qui a été rajouté à WoW Telka et qui va booster vos statistiques de manière assez basique, c'est-à-dire que voilà, admettons il y a 100 ou 300 plutôt 300 joueurs de la Horde et vous êtes en infériorité numérique dans l'Alliance. Même si c'est quelque chose je pense qui n'arrivera pas sur une version du jeu, je vous dirai après pourquoi, mais bon, admettons. Il y a que 100 joueurs de l'Alliance. Et bien en fait, le jeu va compenser et va vous donner par exemple 30 stacks de ténacité, ce qui va augmenter, je sais pas, toutes vos stats de 40, 60, 100%, je sais pas combien c'était à l'époque, mais c'était quand même vraiment beaucoup. Je pense qu'on dépassait les 100% par exemple au niveau des PV, des dégâts, etc. Et ce qui fait qu'au final vous vous trouvez par exemple avec un voleur qui va avoir 100 000 HP, qui va one-shot tout le monde, etc. Donc il y a certaines spés qui sont vraiment complètement broken, et surtout ce buff ne prend pas en compte le niveau des joueurs, parce que autant vous allez avoir par exemple un mage unstuff avec 100 stacks de ténacité qui effectivement il peut one shot quelqu'un avec un trait de feu, mais en même temps le mec il a aucun game sense, il va se faire éclater au bout de 2 secondes par 3 mecs. Autant un mec qui sait très bien jouer, et on avait le problème à l'époque sur Rashgarroth. Je vais vous donner une petite anecdote vraiment très concrète. Et du coup, quand on a un joueur qui joue très très bien, il peut se faire du 1v10 voire plus. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur Rashgarroth à l'époque, on avait des très bons joueurs des deux côtés, que ce soit dans l'Alliance ou on était Horde, mais dans la Horde on avait une guilde PvP qui marchait bien, et on avait des guildes PvE, c'était les Code Bar à l'époque. Et ces joueurs-là étaient vraiment très très bons. Il y avait 10-15 très bons joueurs dans leur guilde. Et en fait, ils étaient tout le temps là. C'est-à-dire que ces mecs-là, il y avait personne en fait dans l'Alliance, et il y avait eux qui venaient. Donc il y avait, peut-être on était 300 contre 40, 50. Ils étaient full stack de ténacité et ils arrivaient à défendre en fait à 12 ou 15. Alors ils devaient s'éclater. Je pense qu'ils étaient, mais vraiment, ils devaient vraiment s'éclater parce qu'ils défonçaient tout le monde en fait. Donc voilà, t'avais un druide Eki, il avait juste à mettre un dot par personne. Plus il se faisait heal, ça augmentait je crois les dégâts produits, peut-être les soins reçus, les PV, enfin, bah, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que la ténacité, comme ça prend pas en compte le niveau des joueurs, ça devient vite très déséquilibré. Et pour finir, je ne pense pas qu'on aura de la ténacité sur notre version, parce que
à l'époque, ça prenait en compte vraiment que votre serveur. Aujourd'hui, les serveurs sont beaucoup plus gros qu'avant. Et je n'imagine pas, sauf peut-être en plein milieu de la nuit, mais je n'imagine pas qu'on peut pas avoir les 300 joueurs des 3 côtés. Surtout, vu l'importance que le joug apporte en fait dans le jeu, ça donne énormément d'honneur. Voilà, ça va beaucoup plus vite hein, pour farmer le stuff PVP, il faudrait faire une vidéo dessus, mais ça va beaucoup plus vite, et le joug on y est pour quelque chose, ça donne beaucoup d'honneur, beaucoup de marques, il y a beaucoup trop d'intérêt en fait à faire le joug. Donc les 300 joueurs ils seront là je pense, voilà. Donc la réponse de Brian c'est, lorsque le joug d'hiver a été lancé à l'origine, c'était l'une des choses qui, par inadvertance, a conduit au déséquilibre des factions sur divers royaumes. Avec le changement de faction disponible et le coffre d'Archavon débloqué derrière la victoire du joug d'hiver, si votre faction ne pouvait pas gagner, la meilleure solution était d'abandonner et de changer de faction. Donc effectivement ça peut snowball, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur un serveur qui est dominé, vous en avez marre, vous pouvez pas faire le joug, vous pouvez pas aller chercher votre stuff, et ben vous changez de faction parce que c'est disponible. Mais là encore une fois, pour moi c'est un misplay bizarre, l'un n'empêche pas l'autre, et ben tu désactives ton changement de faction quand tu arrives à un certain pourcentage de déséquilibrage de faction, tout simplement. Voilà, tu es à 55-45, et ben tu désactives parce que voilà, la faction, et tu peux faire que dans un sens, point barre, et quand ça rééquilibre à peu près, et ben là tu rouvres. Et nous voulons pas encourager d'autres déséquilibres de factions. Notre idée actuelle c'est qu'il y aura une sorte de porte dérobée pour vous laisser entrer dans un coffre d'Archavon que vous ne contrôlez pas. Donc en gros, voilà, vous pourrez rentrer, même si vous l'avez pas, le joug, avec une petite porte, voilà, la coulisse, l'entrée des artistes, où il faudra payer peut-être avec la monnaie du jour pour rentrer. Je trouve ça bien nul. Boss pré-nerf et boss post-nerf dans WoTLK classique. Donc question de Wowed sur l'un des aspects les plus excitants de la prochaine phase 5 de TBC est les rencontres des boss pré-nerf sur le plateau du Puits de Soleil. Est-ce que c'est une tendance qui se poursuivra dans WoTLK classique et les joueurs peuvent-ils s'attendre à des rencontres pré-nerf pour chaque raid? Réponse de Brian, ce n'était pas autant le cas avec WoTLK original, il y avait tout simplement pas autant de nerfs et de rattrapage en dehors de quelques valeurs aberrantes telles que des nerfs de points de vie, un extra masse et des raccourcis pour faire directement Saphifon ou Kel'Thuzad. Je sais qu'il y a eu des nerfs quand même, mais c'est vrai que c'est sur certains boss clés, voilà, je me souviens d'LK25HM par exemple qui avait été nerfé, mais il y a sûrement, enfin LKHM tout court, mais il y a sûrement d'autres boss comme ça qui étaient vraiment très durs, mais ça doit être assez ponctuel. Nous prévoyons d'examiner ces problèmes et voir s'il est logique de les conserver dans leur état d'origine, mais nous n'avons pas prévu d'avoir un système pré-post-nerf car il n'y a pas autant de changements notables que sur TBC. Moi je pense que néanmoins l'augmentation de légèrement des points de vie, notamment un axe, ferait pas de mal. D'un autre côté, nous attendons avec impatience le système de Nerfora qui renforce à chaque semaine de la citadelle de couronne de glace. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une aura de nerf qui permettait, je crois, de augmenter ou réduire les dégâts en fonction du nombre de stacks. Et ben voilà, ils disent vous pouviez parler à l'origine à un PNJ pour supprimer entièrement l'aura de nerf progressif. Et c'est une chose que nous envisageons de pouvoir choisir la force de cette aura. Donc si votre groupe veut essayer avec plus ou moins de difficulté, vous pourrez la réduire jusqu'à atteindre la forme la plus puissante du donjon. Donc là j'ai intéressant, ça donne si ça donne des hauts faits ou des récompenses spéciales comme des montures. Je pense que s'il n'y a pas de carottes, les joueurs partiront, je dis les joueurs, je dis 95% des joueurs partiront sur la version la plus nerfée parce qu'ils veulent avancer le plus vite possible, ils veulent pas perdre leur temps, ils veulent pas faire une soirée de wipe gratuitement. Donc ils mettront toujours la version la plus nerfée. Voilà, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais à mon avis s'il n'y a pas de carottes, les joueurs ce sera toujours la version la plus simple, et après peut-être qu'il y a quelques groupes comme ça qui veulent se faire un délire et disent ok on va faire la version la plus dure mais vraiment pour le plaisir, et bah, ce qui serait bien c'est qu'ils aient un moyen de le prouver, donc du coup bah, un haut fait, là ça pourrait intéresser pas mal de monde je pense. Et pourquoi pas même un titre. Nous pensons aussi qu'il y a beaucoup de défis à relever pour les raiders déterminés entre ça et les modes difficiles d'Ulduar, même si nous reconnaissons que les joueurs sont considérablement plus qualifiés et expérimentés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2019. Non, sérieusement. Nous discutons de ce que nous pourrons faire pour garder les choses difficiles, mais nous voulons également nous assurer que les raids ne sont pas trop difficiles et qu'ils poussent les speedrunners ou les joueurs qui veulent juste passer leur temps avec leurs amis, passer une soirée à écraser du donjon sur internet. Effectivement, si les donjons sont trop difficiles, ça met de la mauvaise ambiance dans les guildes, ça part rapidement en dismonte. Les gens ils sont pas à la patience d'avant en fait. Ils ont pas la patience, surtout qu'en fait, en général, ce qui se passe, c'est comme vous avez des grosses guildes qui vont clean le contenu en 24 heures après la sortie, du coup tous ceux qui n'ont pas encore clean, ils se sentent toujours un petit peu en retard. C'est pas comme ça à l'époque, ça prenait beaucoup plus de temps, etc. On se sentait beaucoup moins lésé et on
c'était normal entre guillemets de wipe parce qu'on savait que les boss étaient difficiles pour tout le monde. Et là c'est pas le cas et du coup il y a une sorte de ressentiment qui se crée et puis les gens ont plus la patience, ils ont plus le même âge qu'à l'avant et puis c'est un jeu qu'on connaît en fait surtout, donc on a juste envie que ce soit un jeu plaisir et pas un jeu pour se casser la tête pour la plupart des joueurs je pense. Arrêtez les bots sur WOTK classique, bon là il y a clairement un enjeu, c'est très bien que WED pose la question, mais Blizzard bot toujours en touche, vous allez le voir à ce niveau là. Je me suis permis de faire une petite screenshot assez rigolote, je mets les bots évidemment de plus en plus indétectables, les fameux bots de Stratum, vous connaissez, mais également dans d'autres donjons. Donc question WED, les chevaliers de la mort pouvant être créés sans nécessiter un personnage niveau 55, cela signifie malheureusement que les comptes de bots pourront commencer au niveau 55 et peuvent aggraver le problème de botting. L'équipe est-elle consciente de cette possibilité? Existe-t-il des mesures pour réprimer les bots de WoW classique? Bon, ça change pas grand-chose, il y avait toujours le sésame et les bots créaient des comptes, utilisaient des sésames, c'était déjà rentable pour eux, ça sera toujours rentable aujourd'hui, il y aura le sésame 70 qui sera peut-être même rentable pour eux. Donc pas vraiment de différence à ce niveau-là par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Réponse de Brian, c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez créer qu'un seul chevalier de la mort sans les restrictions. Nous ne voulons pas créer une situation où vous avez soudainement une armée de reroll sur des royaumes dans toutes les zones. Les signalements de joueurs visant les bots dans le monde extérieur sont des choses qui aident à les retrouver et nous avons maintenant un système de rapport amélioré par clic droit dans World of Warcraft Retail Shadowlands qui sera également disponible dans WOTK classique. Le nouveau système vise à normaliser les catégories pour lesquelles vous signalez les joueurs afin qu'il soit plus facile de suivre un rapport pour bot vis-à-vis de la tricherie d'une autre nature. Il capturera également automatiquement des informations supplémentaires destinées à nous aider à travailler au niveau où le problème se produit. Donc c'est très bien d'améliorer le système de report manuel. Moi, je continue de penser qu'il faut deux choses: embaucher des modérateurs sur les serveurs et des vrais MJ comme c'était à l'époque. Voilà, je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Un ou deux par serveur, je suis sûr que ça ferait déjà un taf monstrueux. Et en plus de ça, rien que pour s'occuper des bots, j'entends, et en plus de ça, des rapports journaliers, voire quotidiens. Je veux dire, sur les serveurs privés, on a les bots, des bans en temps réel, pour les ninja loot, pour plein de trucs, etc. Et je trouve que ça a un impact considérable. Je vois les mecs en donjon, c'est attention, il faut pas ninja, il faut faire hyper gaffe, sinon attention, tu vas te faire ban 4, 5, 10, 15 jours. Ça marche en fait, de dire qui en ban, quand en ban et pourquoi en ban, ça marche, c'est un effet dissuasif en fait. Donc pour moi, ils devraient communiquer dessus, ça devrait être un outil pour décourager les gens à faire du botting. Voilà, tout simplement. Le bug exploit d'Algalon, je vais pas trop m'étendre sur ce post-là, c'est pas très intéressant. En gros, il y avait un bug sur Algalon, ils vont leur demander tout simplement est-ce que ce bug existe. Je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. Ah, la double spécialisation sur WOTK classique, ça nous intéresse beaucoup parce qu'ils avaient dit qui mettrait peut-être des restrictions. On va lire le message. Donc question de WED. Il a été mentionné dans un tweet que la double spécialisation des talents sera dans Wars classique, mais avec des restrictions. Pouvez-vous élaborer sur ces restrictions et pourquoi l'équipe pense-t-elle qu'elles doivent être restreintes? Réponse de Brian. Je commencerai par dire que nous n'envisageons plus de restrictions au-delà de ce qui faisait initialement partie de la fonctionnalité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de restrictions sur la double spécialisation. Merci, ça fait plaisir. Vous ne pourrez pas modifier la spécialisation en combat ou pendant un champ de bataille ou un match d'arène et sera un temps de racontation et videra vos ressources. Afin que ce ne soit pas quelque chose que vous pouvez faire sur un coup de tête, ce sont toutes les choses qui avaient été vraies à l'origine et c'est ainsi que nous l'expédierons également cette fois. C'est très bien, ça marche très bien comme ça, pas de problème. Ok, comme j'ai dit, je dois remercier Blizzard pour une fois de ne rien faire. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ils prennent des mauvaises décisions, mais quand ils vont pas jusqu'au bout, on les remercie. La motivation pour envisager de le changer est venue du fait de vouloir encourager des gens à continuer à expérimenter des spécifications intéressantes ou des spécialisations hybrides. Il y avait un sentiment parmi certains d'entre vous, y compris moi, que la double spécialisation conduirait à une spécification pour un DPS optimal et pour un tanking ou une guérison optimale. Et nous voulions que les gens aient envie d'avoir une spécification qui équilibrait les rôles et pouvait faire l'un ou l'autre d'entre eux était toujours un choix valable. De sorte que si vous pouviez vous adapter au tanking lors des combats multitank et de pas vous sentir comme un handicap dans les combats qui nécessitaient moins de tanks ou de guérisseurs. Franchement, je comprends pas du tout leur message. Justement, c'est le but de la double spé telle qu'elle fonctionne de manière originale, c'est-à-dire que dans les raids, à des moments où on a besoin de plus de tanks, la double spé c'est hyper pratique parce que vous avez des wars qui vont être des off-tank, mais ils vont pas être obligés de venir en raid avec une spé tank
pourri et faire 0 et servir à rien juste parce que en fait sur le dernier boss ou sur les 4 cavaliers on a besoin de 4 tanks et du coup ils vont être AFK pendant tout le reste du truc où ils doivent faire des allers-retours, on doit les TP, c'est pas amusant en fait, voilà, c'est pas amusant. Et au contraire c'est amusant d'optimiser 2 spé, c'est à dire que voilà j'ai 2 spé à faire, j'ai 2 spé à optimiser, ça fait du contenu indirectement. Je trouve ça très bien de pouvoir jongler et de profiter pendant le raid de ces 2 spé, je trouve ça très bien. Cela nous a amené à considérer des choses comme une exigence de zone de repos, auberge par exemple, et à utiliser un tome d'esprit comme sur Shadowlands et interdire dans les donjons des choses comme ça. C'est inutile. Mais nous avons entendu de nombreux commentaires de personnes disant que la double spécialisation leur donnait de la liberté d'expérimenter davantage. Ce qui est bien, en fin de compte, c'est que nous ne voulons pas que la fonctionnalité soit quelque chose dans laquelle les joueurs soient heureux d'avoir accès. Comme je l'ai dit, franchement, il devrait vraiment pas y avoir de débat là-dessus. Pourquoi il y avait déjà des pétitions, enfin ils sont même pas demandés plutôt, ils sont pas demandés. Pourquoi il y avait déjà des pétitions pour avoir la double spécialisation à Burning Crusade? Moi j'avais fait des sondages, il y avait plus de 70% des gens qui étaient chauds pour avoir la double spé sur Burning Crusade. C'est une fonctionnalité qui apporte plus de possibilités, qui permet de gagner du temps, qui retire de la frustration pour pas pouvoir participer correctement à toutes les activités proposées. Moi j'ai plein de potes qui avaient pas forcément le temps, qui rentraient du taf, ils se préparaient pour les raids, déjà que ça coûtait extrêmement cher les composants. Et on se disait, viens on va faire nos arènes, on va faire notre cap, mais on y allait à reculons parce qu'on voulait faire nos 10 matchs, et on les faisait en spé PVE en fait. On rentrait, on se faisait laver en spé PVE, parce que en fait ça prenait du temps, ça coûtait cher, il fallait spé, respé tout de suite pour le raid derrière. C'était insupportable en fait, c'était super chiant, et pourtant on aimait bien faire des arènes, on aimait bien faire du PVP, mais là ça nous bloquait en fait tout simplement sur le PVP, et je suis sûr que plein de gens étaient dans la même situation que nous. Et en parlant de PVP justement, donc JCJ et arène dans WOTLK classique, on arrive sur la fin. L'une des choses surprenantes et amusantes que l'équipe de développement a faites dans Burning Crusade classique a été de remettre les tornades pour la saison 1 dans l'arène de Nagrand. Je sais pas qui c'est ce mec, mais je ne l'aime pas, voilà, je ne l'aime pas du tout. Eh bien, dans WOTLK, l'arène des Valeureux est une arène qui a subi de nombreux changements. Sur le patch 3.2, lorsque les murs des flammes ont été supprimés de la carte, est-ce que quelque chose... Sur le patch 3.2, lorsque les murs de flammes ont été supprimés de la carte, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans Wars Classic? Alors, je mets une petite note ici. Donc les petites mentions spéciales par rapport à l'arène des Valeureux, c'est par exemple d'être déco sur un pilier qui bouge, être déco sur un grip de DK, c'est-à-dire que vous avez la plateforme en fait qui montait, et quand la plateforme n'était pas arrivée pile poil en haut, ou alors elle était légèrement considérée en déplacement, vous avez le DK en face qui spammait son hook, et ça vous faisait une déconnexion, donc vous perdiez l'arène systématiquement. C'est resté pendant une semaine au moins ce bug, c'était voilà. Tu savais que arène des Valeureux, DK en face, tu le perdais. Être déco sur un grip de Chevalier de la Mort en début d'arène, donc ça je l'ai mis. Être déco en collant un pilier, ça pouvait faire une déco. Être du gibier pour les casters cleave, parce que je rappelle, vous êtes en face des mecs, vous prenez un stun de zone de démo destru, déjà vous étiez en PLS, l'arène n'avait pas commencé. Être fear dans le feu et y mourir, c'est-à-dire que vous aviez 2 tranchées de feu, bon, on va dire que c'est facile à éviter, oui, sauf que quand vous faites fear, ça vous fait traverser, vous prenez le dot qui fait extrêmement mal, de mémoire je crois que c'est des dégâts en pourcentage, et le pire c'est que des fois en fait le pattern, c'est-à-dire les mouvements qui sont créés par l'ordinateur qui déplacent votre personnage, parfois ils vous faisaient suivre la ligne de feu, c'est-à-dire qu'il vous faisait rester dans le feu, voire partir, revenir, mais le pire c'est que vraiment quand vous faisiez une ligne tout droit dans la ligne de feu, et là vous mourrez en fait. La première source de dégâts finalement de l'ennemi, c'était le feu de l'arène, ce qui était vraiment aberrant. Et puis également pour les voleurs, puis les voleurs, les druides, les férots, etc. C'est infâme, puisque l'arène commence, et en fait vous avez 50% de chance quasiment de vous faire des fufus parce que vous tombez contre un hunter, il met sa fusée éclairante au fond à droite ou au fond à gauche, et une fois sur deux, vous êtes des fufus, vous n'avez pas votre peine, et c'est très compliqué, surtout que les rogues et les férots, enfin surtout les rogues, sont très fragiles, je trouve, sur WOTLK. Très fort, mais très fragile. Oui, cette arène m'a laissé des séquelles, d'ailleurs je me sens obligé de vous ressortir un petit bijou oublié. Voilà, c'est sur les casters cleave, une petite vidéo, elle est sur le site, je vous laisserai la découvrir, elle m'a fait beaucoup rire à l'époque, et elle m'a toujours fait rire, j'ai regardé cet après-midi. Je suis ravi que vous ayez apprécié, alors réponse de Brian, je suis ravi que vous ayez apprécié, ils ont certainement conduit à des moments mémorables. C'est faux, pas du tout. Nous considérons qu'une partie de notre mission consiste à offrir aux gens une certaine expérience mémorable du passé, et parfois, les choses étaient mémorables en partie parce qu'elles avaient des aspérités. La taille des aspérités, quoi. Mais en fin de compte, nous ne voulons pas introduire quelque chose qui semble buggé ou incohérent. Ah oui, donc en fait, ça veut dire qu'il serait pas, il pense que s'il le sortait maintenant, il serait pas capable de le sortir pas buggé. C'est chaud quand même. Nous avons parlé de l'arène des Valeureux et les avis sont mitigés au sein de l'équipe. Certaines personnes veulent qu'il se lance sans mur de flammes, d'autres veulent qu'il conserve le pilier et la mécanique des flammes, mais qu'il soit mieux limité aux escarmouches ou au lieu des max clashés.
classé. Bah oui, pas de problème. Bon, y a pas, moi, vous mets en escarmouche, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme les problèmes de ratio et de ce que vous voulez. Genre, tout le monde s'en fout des BG, des ratios en BG, par exemple, ou du stuff PVE en BG. Ça pose problème à personne. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Par contre, l'univers côté, c'est effectivement un petit peu différent. Mon idée préférée personnelle est de verrouiller les piliers au lancement, mais de laisser les murs de flammes pendant une saison. Donc du coup, j'ai mis, si on a des flammes pour la saison 1, on sait qui remercier. Mais après avoir dit tout ça, je serai certainement pas celui qui prendra la décision finale. Merci mon Dieu. Question WoWed. En parlant d'arène, les ingénieurs ont pu enchanter leur bot avec les Nitro Boosts, c'est vrai. Et cela était utilisable pendant une certaine période de Wars original avant d'être finalement retiré du jeu. Cela pourrait-il avoir un retour ou faire un retour sur la partie de Wars of the Lich King similaire au Tornade de Nagrand? Je trouve que c'est deux choses complètement différentes, mais bon. Réponse de Brian. Peut-être, mais nous ne sommes pas encore sûrs des détails. Nous voulons que que votre race et votre profession soient l'expression de l'identité de votre personnage et non quelque chose que vous devez constamment changer pour être compétitif dans les raids ou l'arène. Cela dit, nous aimons aussi l'idée que la première saison puisse être un peu plus loufoque tandis que les saisons suivantes deviennent plus sérieuses, donc c'est toujours une discussion ouverte. Nous aimons avoir quelque chose qui mélange stratégie, arène chaque saison et les cyclones. Notre liste d'objets interdits ont servi à cette fin dans Burning Crusade classique et nous sommes donc susceptibles de refaire quelque chose comme ça. Nous espérons que cela donne aux gens quelque chose d'excitant à attendre avec impatience chaque saison. Merci beaucoup de donner l'opportunité de partager mes réflexions à ces sujets, ce fut un plaisir. Donc voilà, j'ai noté, j'étais un des premiers à apprécier et abuser des bots fusées en arène. Je sais à quel point c'était OP et le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie d'être ingénieur pour être petit arène, donc le nerf me semble une bonne décision. Clairement, les bots fusées, c'était trop fort. Moi, je me souviens, je jouais plein de compos double DPS, notamment des Morog par exemple, et en fait, ça permettait de faire de gagner des arènes. Hein. Les bots fusées faisaient gagner des arènes au même titre que l'ingénierie sur TBC a fait beaucoup gagner d'arènes, je pense, ne serait-ce que par exemple pour la ceinture bouclier, qui est très très forte, mais les bots fusées, je trouvais que c'était encore un cran au-dessus, c'était vraiment très fort. Voilà, il y aurait vraiment un gros sujet sur le PVP, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, honnêtement, de manière globale. Peut-être que ça sera l'occasion de faire une vidéo avec d'autres personnes pour discuter du PVP, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà assez long, on est à 44 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Salut à tous, c'est le Guild, ciao, bye.